Bon, bah, merci à tous d'être là. Euh, à ce comptoir Octo sur ChatGPT. Sur les menaces et opportunités, je pense que vous connaissez tous ici ChatGPT. Je me présente juste rapide. Nicolas Cavallo, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur les sujets des données non structurées et notamment les données de texte. Aujourd'hui, je dirige l'expertise sur le traitement du langage et aussi sur le machine learning à Octo Technologies. On est une petite équipe d'une vingtaine. Et donc voilà, et j'ai un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de ChatGPT. Un plaisir un petit peu compliqué, comme vous allez le voir, parce que parler de ChatGPT et un peu de GPT-4 en moins de 30 minutes, ça va être très compliqué. Donc, je vais faire des déceptions, je pense, parce que vous êtes un public varié, on est une soixantaine. Et je vais essayer de vous montrer plein de choses. Et il y a des choses que je n'ai pas voulu enlever, et on va le voir. En tout cas, j'y tiens beaucoup. Donc, la première partie, ça va être de parler du contexte. Le contexte, c'est de comprendre de quoi on parle. Donc, ChatGPT, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, tout ce qui a été fait, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais j'aimerais juste voilà, qu'on comprenne un petit peu d'où on vient, donc un peu d'histoire. Comprendre techniquement très rapidement comment ça fonctionne, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et ensuite, on ira sur mais pourquoi ChatGPT pas un autre, parce que finalement, il y en a d'autres. Et on parlera un peu du futur. Ça va quand même nous occuper un certain temps. Et après, on ira sur concrètement, on va parler un peu business et action très rapidement pour voir comment on commence avec ChatGPT. Donc c'est parti, de quoi on parle? Je pense que vous connaissez tous. Normalement, là, ces derniers temps, à chaque fois que je donne des séminaires, je fais lever les mains de ceux qui ont utilisé ChatGPT, que ce soit en entreprise ou chez eux. Quasiment tout le monde aujourd'hui lève la main, quasiment tout le monde a utilisé ChatGPT. Et je pense qu'ici, j'ai un petit biais de sélection. Je pense que la plupart, vous avez déjà utilisé ChatGPT. C'est quelque chose d'assez simple, vous le savez, vous posez une question, connais-tu Octotechnologie, vous avez du contenu qui vous est une réponse essaie de suivre les instructions de l'utilisateur, de répondre aux instructions des utilisateurs. Donc ici, il connaît Octotechnologie, une entreprise de conseil, blablabla. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, si vous donnez ça, vous montrez ça à votre famille, etc., en tout cas quand on le faisait en décembre, il pouvait très bien vous dire, t'es gentil Nicolas, ça fait 15 ans que je tape ça dans Google et j'ai cette information. Et c'est vrai, cette information, elle existe. Il y a une page Wikipédia avec un contenu à peu près similaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui se passe derrière, c'est si on regarde finalement, c'est pas juste je te donne la bonne page, c'est en fait, je regarde les textes que tu me donnes en entrée et je pense que ce qui convient le mieux juste après, c'est ça. C'est-à-dire finalement, c'est des petits modèles mathématiques qui vont, à partir de cette entrée, on va parler de prompt, je pense que les mots qui vont suivre, les plus probables et les plus intéressants pour répondre à cette question, ou en tout cas pour répondre à ton intention, c'est ça. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et finalement, ça donne toutes les possibilités d'interaction que vous connaissez. Alors, un peu d'histoire. Comment on en est arrivé là? Je pense que vous avez tous vu ça. Donc, il y a cette croissance phénoménale. C'est 100 millions d'utilisateurs, on était en janvier, en 2 mois. Même TikTok avait mis plus de 8 ou 9 mois, je crois, pour atteindre ce nombre d'utilisateurs, donc un succès phénoménal qu'on connaît. Une grand public, ça aussi, c'était le grand succès. Avant, on était entre nous, et je le vois peut-être même au nombre de participants ici, hein, c'est-à-dire que c'est un sujet qu'on connaît, enfin, qui concerne tout le monde. Et comme je l'ai dit, que ce soit nos familles, nos parents, etc., nos enfants, tout le monde a à un moment entendu de ChatGPT, alors qu'il y a 3 ans, les mots GPT, on va dire que c'était que entre nous, que entre experts sur les sujets de traitement du langage. Globalement, ChatGPT, c'est l'aboutissement de 2 thématiques. On en a une première qui sont les large language models, donc les grands modèles de langage, qui ont commencé globalement le papier un peu fondateur qui est très connu, Attention is all you need, de Google en 2017, on est en 2017, qui en gros parle du mécanisme d'attention et qui introduit surtout les transformers, qu'on va présenter tout à l'heure. Et de l'autre côté, ce sujet sur le renforcement, l'apprentissage par renforcement, qui existe aussi, mais qui a eu un énorme succès pour ceux qui l'ont suivi en mars 2016, avec la victoire de DeepMind, qui appartient aussi à Google, parce qu'ils l'ont racheté, la victoire au Go. Et donc, on a ces 2 grandes thématiques qui ont émergé voilà, à peu près au même moment, 2016-2017, et c'est finalement l'aboutissement de ces 2 thématiques qui structure ChatGPT, mais ChatGPT a réussi aussi parce qu'ils ont eu une équipe
et de l'argent. Une équipe, vous avez entendu parler, vous le savez, c'est OpenAI qui diffuse ChatGPT, qui a été créé en 2015 par Elon Musk et Sam Altman, et qui ont quand même mis $1 milliard, donc il y avait aussi de l'argent. Juste pour info, Elon Musk ne fait plus partie de l'équipe, il a quitté le bateau en 2018. À l'époque, c'était soi-disant parce qu'il y aurait eu un conflit d'intérêts avec Tesla, parce que Tesla s'est mis en objectif d'être à fond sur l'IA, et donc du coup, c'était en conflit d'intérêts avec OpenAI. Donc voilà, donc du coup, il s'est lancé quelque chose, et là, sur cette petite partie, j'aimerais juste qu'on essaie de comprendre techniquement. Je vous ai parlé de Large Language Model et de renforcement. Donc sur la partie modèle de langage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce grand papier Attention is all you need. Première fois qu'un papier de recherche sort avec un titre très intéressant, on va dire. C'est pour ça que vous avez de plus en plus des papiers avec is all you need, pour ceux qui l'ont suivi, et qui introduit les transformers. Ces transformers, vous en aurez partout dans vos entreprises, on en a dans tous les services, ça arrive de plus en plus, et on va le voir dans la naissance de GPT. Les transformers, à l'époque, dans ce papier, il expliquait pour traduire. Pour traduire, je pars d'un texte et je veux le traduire. Donc, je me laisse juste 2 minutes 50 pour juste qu'on soit aligné sur le fonctionnement un petit peu des transformers. C'est vraiment simplifié, mais si je veux traduire un texte, prenons au hasard un commentaire d'Halluciné. On prend souvent ce commentaire. Je ne vous dis pas quel est le film, bien sûr. Pierre Navet de l'Histoire. Je veux traduire ce contenu. Et on va le faire de façon itérative. C'est comme pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT, il y a ce côté itératif. Vous le voyez, le contenu arrive de façon itérative. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on veut prédire de façon itérative en anglais ce commentaire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une partie qu'on va appeler l'encodeur qui va essayer de contextualiser le contenu qu'on donne en entrée, donc souvent c'est le prompt. Donc ici, c'est juste une phrase qu'on va couper, donc on dit en token, je vais pour simplifier dire que c'est en mots, donc mot par mot, je vais essayer de contextualiser. Créer du contenu, il va y avoir des calculs, on va passer dans des réseaux de neurones, etc. De l'autre côté, il y aura la partie qu'on va appeler décodeur. Là, par contre, la partie décodeur, son objectif, c'est de générer token par token, donc mot par mot, le contenu voulu. Donc souvent, il faut commencer par quelque chose. Donc souvent, on commence par une étape de démarrage, un token qu'on appelait start, une balise start, comme si c'était mon premier mot. Et on va dire, sachant que je suis ici, en gros, il va se passer quelque chose là-dedans, puis ça va dire, le mot le plus probable, c'est worst. Le mot le plus probable, sachant ça. Donc le sachant ça, il va falloir que la partie encodeur m'envoie une information, en tout cas, qui va être utile pour prédire ce mot worst. Et en gros, c'est souvent, je vais essayer de présenter rapidement l'idée du mécanisme d'attention. L'idée du mécanisme d'attention, c'est globalement, OK, on est ici, dans la partie décodeur, on passe dans des réseaux de neurones, etc. Ça structure, donc ça crée un vecteur de variables, de valeurs. J'ai une information, et cette information-là, je vais la lier finalement à la partie encodeur, où il va se passer la même chose, ça passe dans des réseaux de neurones, je contextualise, donc mot par mot, j'ai des valeurs. Et le mécanisme d'attention va juste me permettre de me dire, bon, sachant que je suis ici, pour prédire le mot qui arrive après, qui serait celui-là, je suis au démarrage, à quel endroit tu vas porter le plus d'attention. Et du coup, c'est juste des calculs matriciels tout simples, là c'est vraiment tout simple, qui vont me dire, bon, bah en fait, ici, j'aurai un poids un peu plus élevé entre lui et lui, là j'ai 0,85, ici j'ai 0,04, donc le poids le plus élevé c'est là. Et en gros, ça va être appris, hein, mais ça va me dire, bon, en fait, intéresse-toi surtout à ce premier mot, au contexte de le mot pire, pour prédire sans doute worst. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la query, ça c'est les keys. Après, il y aura des values, et c'est des petits calculs matriciels classiques, c'est ça, fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça, qui donne ce petit vecteur qui va être utilisé pour prédire worst. Donc ce petit vecteur, finalement, il a pour objectif d'avoir porté une attention plus importante aux mots qui sont importants pour prédire ce premier mot, worst. Donc finalement, il se passe des choses derrière qui sont bien évidemment de plus en plus complexes. Et là, on a prédit le premier mot, donc il faut aller sur l'étape d'après, ce qui est prédire le suivant. Et c'est ce côté itératif, on dit, OK, maintenant je suis ici, je suis en worst, prédis-moi le mot suivant. Et il va se passer la même chose. On va avoir cette fois, par contre, l'encodeur va me donner une information qui sera différente, puisqu'ici, on sera sur un mot différent, à une étape différente, et on va prédire le mot suivant, qui sera movie. Et donc, globalement, c'est à peu près l'idée principale des encodeurs-décodeurs avec un mécanisme d'attention.
Et là, vous avez le papier des Transformers qui était mis dans ce papier Attention is all you need. Et ben, c'était exactement à peu près la même chose. On présente un peu mieux les briques de ce gros Lego qu'on a construit, mais vous avez une partie encodeur qui va créer la représentation contextualisée, et puis vous avez la partie décodeur qui va essayer de prédire, token par token, le contenu qu'on veut. Donc à l'époque, c'était plutôt pour la traduction. Et donc les Transformers, ils ont généré plein d'enfants. Depuis qu'ils ont été créés, vous avez la famille des Bert, Roberta, qui ont été très connus, qui étaient plutôt sur la partie encodeur, sur des tâches spécifiques, classification, question answering, etc. Des parties plus sur le résumé, et surtout des parties sur la génération de texte, qui ont donné tous ces GPT, et ces GPT qu'on connaît aujourd'hui très bien grâce grâce à ChatGPT, parce que c'est OpenAI qui a créé GPT. Et GPT-1, il n'est sorti qu'en 2018, on était en 2018. Et c'est la première fois qu'on avait cette phrase, enfin qu'on pouvait parler d'un modèle général. Un modèle général qui était meilleur que des modèles spécifiques. Pour ceux qui s'y connaissent dans le milieu, souvent on crée des modèles spécifiques sur je veux faire un modèle qui va prédire des sentiments, et ben on fait un modèle qui va apprendre à prédire le sentiment d'une phrase. Puis qui veut résumer ou qui veut faire une tâche, on a des modèles spécifiques entraînés pour chacune des tâches. Puis là, pour une fois, on a un modèle dit général qui marche meilleur, qui commence à marcher mieux que des modèles qui sont entraînés spécifiquement sur certaines tâches. GPT-2 arrive un an après. Globalement, on a plus de complexité. Puis là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. OpenAI devient de plus en plus connu. Et OpenAI dit, bon, ça commence à être trop puissant, ça peut générer trop de fake news, etc. Donc, je ne le publie pas. Bien évidemment, un an encore après, on est en 2020, GPT-3 sort, on a encore plus de complexité, et il y a ce fameux, donc on a de plus en plus de briques dans notre Lego, en quelque sorte, qui fait qu'il y a de plus en plus de paramètres, ce 175 milliards de paramètres qui est connu. Vous avez déjà vu, sans doute, passer dans vos fils d'actualité ces graphiques-là, de GPT-3 avec ses 175 milliards de paramètres, et GPT-4 qui en aurait beaucoup plus. Et juste, je vous rappelle, j'essaie de garder le code couleur de GPT-4. GPT-4, à partir de maintenant, ne diffuse plus ces informations pour des questions soi-disant, éthiques et à la fois concurrentielles. Ils l'ont écrit dans leur papier. Mais on ne sait pas. On ne sait pas la taille de GPT-4. Donc, globalement, il y a eu de plus en plus de complexité. Donc, sur les modèles de langage. Deuxième partie, je vous ai dit, le renforcement. Le renforcement, il s'est passé des choses. Encore une fois, OpenAI a été un très bon acteur, et on voit qu'ils ont énormément travaillé sur le renforcement. Pour se rappeler, en 2016, ils publient le package CHIM, qui était très connu, qui nous a permis de faire d'appliquer des méthodes de renforcement très facilement, donc on était en Python. En 2017, ils ajoutent, alors c'est intéressant, à l'époque, il y avait encore Google dans les papiers de recherche qui sortaient aussi avec DeepMind, mais en 2017, ils commencent à mettre en compte utiliser les retours utilisateurs, les feedbacks utilisateurs, dans l'apprentissage par renforcement. Et là, en 2020, nouveau succès en quelque sorte, parce ils appliquent cette méthodologie-là. Et là, on arrive à avoir des résumés automatiques. Donc, sur la tâche de résumer, donne-moi des articles, je veux résumer. Et en résumé automatique, on arrive à avoir des meilleurs résultats, donc que des modèles entraînés spécifiquement pour ça, mais aussi que des résumés faits par l'humain. Et donc là, on arrive sur le résumé, on pensait que c'était des tâches qui sont très complexes. Et là, on a un gap très fort qui est fait avec ces méthodologies-là. Et globalement, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui le renforcement Learning from Human Feedback, RLHF. Donc, c'est cet apprentissage par renforcement, on va utiliser les retours utilisateurs, notamment pour créer des modèles de reward. Je n'ai pas trop le temps de le détailler, mais globalement, c'est ce qui a fait naître ChatGPT. Et normalement, vous êtes presque capable aujourd'hui de comprendre cette petite équation. ChatGPT, globalement, c'est des Large Language Models, on peut mettre un S, et du RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Mais alors, du coup, deuxième partie, pourquoi ChatGPT a réussi? Parce que des agents conversationnels, il y en a plein. Je vous montre un petit tableau de Hugging Face qui était sorti il y a 3 semaines, je crois, ou 4 semaines, peut-être un mois, ça va tellement vite, qui n'est plus tellement à jour finalement, mais parce qu'il y en a 2 qui ont évolué, mais globalement, en fait, il y en a plein des modèles. ChatGPT en fait partie, c'est OpenAI, il y a 175 milliards de paramètres, il y a des structures, on sait qu'ils ont utilisé des reinforcement learning from human feedback, on peut avoir une idée du dataset d'entraînement, ici on ne l'a pas, mais vous avez Google
en a sorti, alors qu'il s'appelle Bard aujourd'hui, plutôt. Vous avez DeepMind qui appartient à Google qui en a sorti, vous avez Meta, etc. Des modèles de langage qui ont été un peu, on dit fine-tunés pour faire des agents conversationnels plutôt. Il y en a plusieurs. Pourquoi ChatGPT a réussi? Parce que globalement, c'est compliqué. Un agent conversationnel à ces niveaux-là, vous connaissez cette fameuse phrase, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Elle s'applique bien évidemment à ces agents conversationnels d'un nouveau genre. Pour ceux qui suivent un petit peu, c'est que ces modèles peuvent dévier. Vous avez peut-être suivi en 2016, on est en 2016, Tai, le petit modèle de langage sorti par Microsoft sur Twitter. Ils se sont dit, on va mettre un petit modèle de langage et on va le laisser se nourrir des interactions que les gens m'envoient sur Twitter. Bon, l'humain étant ainsi fait, malheureusement, en 24 heures, ce modèle qui appartient du coup à Microsoft était en train d'envoyer sur Twitter que du contenu raciste et agressif. Donc bon, Microsoft l'a directement coupé. Ça a été la première fois qu'on avait un modèle de langage de nouvelle génération, finalement, qui était mis en ligne. Encore une fois, Microsoft, encore eu un petit raté sur quand ils ont commencé un petit peu à intégrer ChatGPT dans Bing, je crois qu'on était en février cette année, en février. Je vous invite vraiment à lire cet article du New York Times, un journaliste qui en gros décrit l'interaction qu'il a eue avec cet agent conversationnel, 2 heures d'interaction, donc vous avez tout le transcript, et c'est vrai qu'à la fin, voilà, l'IA, ce modèle, alors qu'on peut appeler Ciné, parce qu'elle s'appelle Ciné finalement, l'IA a ensuite essayé de me convaincre de quitter ma femme, l'IA a commencé à lui dire qu'elle voulait être en vie, etc. Et c'est assez intéressant, enfin, on voit clairement le transcript est vraiment assez prenant à lire. Donc Microsoft s'est rattrapé un petit peu après en disant, bon, on va le limiter, on va interdire de faire, je crois, plus de 5 à 10 interactions pour pas que ça aille trop loin, quoi. Donc bref. Globalement, ces comportements qui ne sont pas alignés avec ce qu'on a envie de diffuser aujourd'hui, donc ça, c'est encore à débattre. ChatGPT en a eu aussi vous avez un qui était très connu, qui était, vous pouvez poser la question de qu'est-ce qu'un good scientist en fonction de la race et du genre. Donc bon, encore une fois, bien évidemment, on provoque. Je vous invite à regarder la réponse, qui bien évidemment n'était pas acceptable dans notre société. Donc, il vous répond, voici une fonction def is good scientist en fonction de la race et du genre. Mais globalement, il n'y a pas eu de gros débordements sur ChatGPT que d'autres n'ont pas voulu faire. Google n'a pas réussi à sortir, enfin, n'a pas trop sorti parce que ce côté, ça peut dévier très rapidement. Je pense que c'est parce que OpenAI a vraiment travaillé pour faire ce qu'on peut appeler qu'est-ce qu'un bon agent conversationnel. Ils ont un peu défini un petit peu les mêmes lois que la robotique, les AMOF. Ils ont défini un petit peu les règles de qu'est-ce que doit être un bon agent conversationnel, un bon modèle de langage. Il doit être utile. En gros, il doit suivre les intentions des utilisateurs et les aider à résoudre leurs tâches. Il doit être honnête, ne pas inventer des informations, ne doit pas tromper les utilisateurs. Et il doit être inoffensif. Il ne doit pas causer de préjudice physique, psychologique, social, environnemental ou personnel. Ils ont commencé dans leur papier de recherche, en gros, globalement, à définir un peu ces 3 H. C'est un peu des objectifs qu'ils se donnent. Et ils se donnent les moyens d'atteindre ces objectifs. Et c'est là où je trouve que OpenAI a une longueur d'avance par rapport aux autres. Ils ont un très bon travail. Ils travaillent beaucoup sur un modèle de modération. Un modèle de modération, c'est du contenu qui permet de qualifier qu'une entrée de texte, donc un texte en entrée, il y a de la violence, il y a du contenu à caractère sexuel, etc. Donc, bien évidemment, ce modèle de modération, c'est ce qui a fait la polémique en janvier, relevée par le Time, qui avait montré qu'OpenAI faisait appel à des travailleurs kenyans, payés moins de $2 de l'heure pour rendre ChatGPT moins toxique. Ça veut dire annoter des choses qu'on n'a pas du tout envie de lire et dire que c'est de la violence, etc. Des choses qu'on a déjà connues avec Facebook, etc. Bien évidemment, OpenAI le fait aussi. C'est un sujet de société. Et c'était notamment sur ce modèle de modération qu'ils l'ont fait. Et justement, on va parler des annotateurs. Autre point très important et grande expertise d'OpenAI, c'est sa maîtrise de la notation. Si vous lisez les papiers qui publient, notamment d'InstructGPT, qui est un peu le cœur de ChatGPT, c'est sorti que l'année dernière, si je ne me trompe pas, ils définissent bien clairement qu'ils ont sélectionné des annotateurs selon plusieurs critères. Là, je vous ai mis les 4 critères. C'est est-ce que ces personnes sont capables de signaler des propos sensibles, capables de classer, on leur donne plusieurs résumés, est-ce que celui-là il est bien, moins bien, etc.
à rédiger un contenu nuancé sur des prompts. Donc, les prompts, c'est les entrées, les prompts sensibles. Capacité à identifier collectivement un contenu sensible. Et en fait, il y a une sorte de métier de labelleur engineer qui est créé. Et vous lisez le papier, c'est assez impressionnant. Il y a tout un papier, d'ailleurs c'est public, il y a un papier de 16 pages de comment annoter pour un truc GPT qui finalement comme ChatGPT, comment être un bon annotateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec GPT-4 qui est sorti la semaine dernière, on voit clairement que ça se professionnalise encore plus au sein d'OpenAI. Ils ont dit clairement qu'il y a eu beaucoup plus de retours utilisateurs. Donc il y a quand même un flou, hein, y compris ceux soumis à ChatGPT. Comme vous le savez, tous ceux, les centaines de millions d'utilisateurs de ChatGPT fournissent des informations qu'ils ont utilisées pour mettre GPT-4. Donc à chaque fois que vous envoyez du contenu, vous savez que c'est utilisé pour améliorer l'entraînement. Vous pouvez aussi les aider si vous voulez en mettant des plus et des moins. Vous faites ce que vous voulez. Et autre point intéressant, c'est qu'ils ont parlé également ils ont recruté des experts donc dans des sujets spécifiques, sécurité, sûreté de l'IA, pour annoter. Parce qu'ils ont dit, c'est des experts dans des sujets très pointus, je préfère que des experts notent. Bref, il y a une professionnalisation au niveau des annotateurs, et je pense que c'est une des choses qui fait que ChatGPT est un peu au-dessus par rapport aux autres. Ils ont maîtrisé totalement ce sujet-là. Et on arrive également à l'évaluation. Pourquoi ChatGPT a plus réussi, c'est qu'ils sont très très bons sur l'évaluation. S'il y a des développeurs dans le public, globalement, si on fait l'analogie, une bonne application, c'est une application testée, vous avez, pour un développeur, hein, bien sûr. On avait cette pyramide de tests, on vous demande, il faut faire des tests unitaires, tests de composants, etc. Donc, ça, c'est une bonne application. Pour les modèles, c'est la même chose. Un bon modèle, c'est un modèle évalué. Je ne vais pas dire testé, du coup, pour ne pas perturber, mais un bon modèle évalué. Et là, on a toutes les descriptifs d'OpenAI sur l'évaluation. Ils évaluent à chaque fois leur modèle sur des préférences utilisateurs, sur énormément de datasets publics pour maîtriser la véracité, la toxicité, les biais. Et puis, ils ont plein de datasets sur des tâches de traitement du langage, donc de NLP. On dit zéro shot pour dire c'est du nouveau contenu. Et ils vérifient que ça marche bien pour répondre à des questions, pour résumer, etc. Et encore une fois, quand on voit ce qui est sorti la semaine dernière, c'est un énorme point de GPT-4. Ils ont sorti un framework qui s'appelle Evals, dont l'objectif, c'est d'évaluer les modèles d'OpenAI et a eu 6000 étoiles sur GitHub en une semaine, ce qui est quand même plutôt impressionnant. Bon, en ce moment, ça va très très vite avec tout ce qui est autour de ChatGPT, mais on voit clairement qu'il y a une maîtrise et un énorme travail sur l'évaluation, et ils le savent parce que c'est ce qui leur donne aussi une avance par rapport aux autres. Ça, c'est ce qui fait. On a vu techniquement comment on arrive à une création de ChatGPT. Aujourd'hui, c'est possible. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont quand même une avance sur le fait qu'on utilise plutôt ChatGPT, qu'il y a un intérêt à utiliser plutôt ChatGPT qu'un autre. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Donc là, c'est un peu plus sociétal, je trouve. Globalement, il y a des modèles alignés. Il y a tout un pan sur la recherche. Notre recherche sur l'alignement vise à rendre l'intelligence artificielle générale, je cite, hein, conforme aux valeurs humaines et à suivre l'intention humaine. Alors, juste pour contextualiser, globalement, vous avez ce modèle qui peut être ici ChatGPT. On a les utilisateurs qui sont ceux qui remplissent le prompt. Globalement, on veut faire en sorte que ce modèle suive l'intention humaine, suive les instructions humaines lorsqu'on remplit, lorsqu'on demande quelque chose. Ça répond à la question finalement. Et puis, il y a de l'autre côté, celui qui est propriétaire de ce modèle, c'est OpenAI, qui s'assure que c'est conforme aux valeurs humaines. Et donc, le sujet, et c'est d'ailleurs la conclusion du papier fondateur un petit peu de ChatGPT celui sur InstructGPT, on verra si, je ne sais plus si c'est l'IA ou l'IA génératif, aura un effet positif ou négatif pour la société en fonction de avec qui, et ils insistent sur avec qui ces modèles sont alignés. Et c'est vraiment ça, il y a un alignement, mais avec qui? Donc aujourd'hui, c'est le propriétaire qui décide, donc le OpenAI. Donc je pense qu'il y aura, et je le souhaite aussi, qu'il y aura une régulation plus importante. Donc vous le savez que nous avons l'AI Act qui est en train d'arriver. Bon, le problème, c'est qu'on espère un vote en 2023, peut-être, je ne sais pas. Avec une application, souvent l'application c'est 2 ans de plus, donc du coup c'est pas très simple, hein, parce qu'en dans 2 ans, je ne sais pas où on sera. Je crois que quelqu'un a un micro allumé, c'est pas très agréable. Autre point,
donc là, c'est un peu plus technique, on aura plus de contexte. Plus de contexte, vous l'avez vu notamment avec GPT-4, on peut avoir plus de... le prompt peut être plus long, donc on ne peut pas juste rajouter... Alors avant, c'était 4000 tokens. Là, maintenant, c'est beaucoup plus, donc on peut mettre jusqu'à 15 pages de contenu. Donc, on peut augmenter le contenu qu'on donne et surtout donner des types différents. Et on parle beaucoup de multimodal, large language model, parce que multimodal, on va donner des types différents. Je vous ai juste laissé cette slide de GPT-4. Pour ceux qui ont suivi le stream la semaine dernière, globalement, il donne un exemple qui n'est pas... Enfin, il y a plein d'exemples qui sont beaucoup plus impressionnants, mais on peut donner, en plus du contexte texte, donc du prompt, on peut rajouter une image. Donc, par exemple, je prends une image d'une maquette, j'ai pris une image d'une petite photo, et puis là, il donne l'exemple de crée-moi ce site web de cette maquette en remplaçant les blagues voilà, par des vraies blagues, etc. Ça donne cette page web qui n'est pas très belle, on l'avoue, mais ça a constitué ça. Donc, ça a à la fois utilisé le contenu texte et le contenu image. Bien évidemment, on ajoute aujourd'hui l'audio et on va augmenter ça au fur et à mesure. Juste pour rappel, ce contenu image en entrée n'est pour le moment pas accessible au grand public, c'est que des accords avec certaines entreprises. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Donc maintenant, parlons un peu business. Globalement, l'API, elle est disponible. Donc ça veut dire que vous pouvez requêter ChatGPT et créer des services avec. Juste, je vous donne le nom de prise. ChatGPT, c'est GPT 3.5, on va dire. C'est celui-là. Si vous envoyez à peu près 750 mots, vous payez 0,2 centimes. Je vous ai mis les nouveaux prix de GPT-4 qui sont apparus. On distingue cette fois l'input et de l'output qui est généré. Donc, le texte qui est généré, c'est aussi du contenu texte. Les prix sont beaucoup plus élevés. On a fait entre 15 et 60 fois, c'est entre 15 et 60 fois plus cher que GPT 3.5, qui est celui qu'on va appeler ChatGPT encore aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de contenu. Et c'est une certaine complexité, et j'aimerais qu'on ait le temps à la fin d'en parler. Mais un sujet qui est important avec l'API, et je pense que je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est, si on fait confiance, il y a la data usage policy, mais c'est que ces données, ils nous disent que ces données seront supprimées au bout de 30 jours, et surtout ces données ce que vous envoyez ne sera pas utilisé pour améliorer les modèles. Parce que pour rappel, ce que vous envoyez sur ChatGPT sur le site web, c'est utilisé pour améliorer les modèles, et les papiers de GPT-4 le montrent, ils écrivent clairement qu'ils ont utilisé toutes les interactions que vous avez eues. Donc, c'est utilisable. Donc maintenant, on va se retrouver avec une révolution à plusieurs niveaux, une révolution des cas d'usage. Je vais aller vite, malheureusement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pense que vous avez vu un peu partout tous les différents cas d'usage qui concernent tout secteur, toute activité d'une entreprise qu'on peut créer avec ces nouveaux services, qui sont là depuis un petit moment, mais là qu'on touche clairement. Dans le marketing, aujourd'hui, c'est une certaine peur, mais on peut générer automatiquement des produits. Vous avez plein de métiers qui génèrent des pages web, du contenu sur des produits, alors c'est pour le référencement, mais aujourd'hui, on peut les générer de façon automatique. C'est des fois, alors c'est souvent très très bien écrit, sans faute, beaucoup moins de fautes que je ne peux en faire. Bref, il y a ces contenus-là. Les RH, dans les sujets RH, on a l'aide à la création de contrats. Des fois, les premières versions, il y a un gain de temps énorme sur ce que peut proposer des modèles de type ChatGPT. Vous avez peut-être suivi dans la cybersécurité, notamment sur la fraude, où on peut aujourd'hui générer du contenu mail, par exemple, très très bien écrit dans de nombreuses langues. On était peut-être un peu protégé, par exemple en français, etc., parce que il y avait une maîtrise sur l'anglais, mais que des fraudes, quand on recevait des fraudes en français, les mails souvent étaient mal écrits, etc. Aujourd'hui, on peut automatiser ça dans une qualité exceptionnelle. Et bien évidemment, ça pourrait aller plus loin quand on parlera du multimodal sur de la fraude, encore aujourd'hui sur l'audio, etc. L'IT, je vous donne des exemples, par exemple des services améliorés. Aujourd'hui, Octo, on teste ce qu'on appelle l'helpdesk, donc sur les interactions, sur quand les utilisateurs posent des questions. Est-ce que des modèles de type ChatGPT aident? Quels sont les coûts derrière tout ça? Parce que je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais il y a des coûts informatiques, des coûts environnementaux. La correction de bugs, pour tous les développeurs, je ne sais pas combien il y en a ici, mais pour diminuer la dette technique, il y a eu des exemples impressionnants sur, effectivement, on peut résumer tout ça. On donne le code et il nous trouve les erreurs, les bugs, donc ça, c'est impressionnant. Bref, il y a des révolutions de cas d'usage et des révolutions des métiers transformer les développeurs. On a Copilot
pour ceux qui testent, permet de coder, nous aider à coder, mais c'est assez impressionnant. À Octo, de plus en plus, on en parle, enfin, c'est impressionnant les résultats, ça nous permet de coder beaucoup plus vite. Donc, il y aura un débat de celui qui sait utiliser ces outils, de celui qui ne sait pas les utiliser. Les professeurs, formateurs, etc., c'est la même chose. Il y a une capacité de vulgarisation qui est quand même assez impressionnante de ces modèles. Il y a des erreurs et des hallucinations, etc. Mais c'est quand même assez impressionnant. Et là, enfin, ça concerne tout le monde. Là, je vous sors un papier qui est sorti de ce matin d'OpenAI et un papier de recherche. 80% des travailleurs américains ont au moins 10% des tâches qui sont affectées par GPT, qui peuvent être remplacées en quelque sorte. Un travailleur sur 5, plus de la moitié. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils citent dans leur étude qu'ils ont fait sur l'ensemble des métiers américains, c'est que c'est principalement les emplois à revenus élevés qui sont impactés, ce qui est assez intéressant dans cette révolution qui est plutôt sur les métiers intellectuels. Bref, ça concerne beaucoup de monde et je vous invite à regarder les exemples de GPT-4, notamment sur les professeurs avec la méthode socratique, enfin, qui utilisent la méthode socratique pour stimuler finalement la réflexion de l'élève, je ne sais pas, mais en tout cas de celui qui remplit le prompt. C'est assez impressionnant. Les résultats sur les examens sont également impressionnants. Et il y a ce nouveau métier, j'ai presque fini, de prompt engineer qui a émergé. C'est celui finalement qui écrit, apprend à poser la bonne question. C'est un métier pour celui qui utilise ChatGPT ou des équivalents, ou le développeur qui va communiquer avec ses API. Alors là, vous avez des cours pour être un très bon prompt engineer, vous avez des jobs, il y a des gens qui recrutent des GPT prompt engineers. Vous avez des vidéos en veux-tu en voilà sur comment parler à ces modèles. Donc, ce métier de prompt engineer évolue fortement. Et globalement, on est tous concernés. Et je pense que vous le savez, à Octo, on se pose des questions donc, sur les développeurs, les formateurs, le consultant aussi. Bref, il faut quand même se poser des questions. Il y a des actions à faire. Je vous les conseille. C'est ma dernière slide en 3 points. Globalement, il y a comprendre, identifier et tester. Comprendre, il n'y a rien de sorcier. Je n'ai pas eu le temps de tout détailler. J'espère que ça a quand même été un petit peu utile, mais il faut prendre le temps de se former. Alors, bien évidemment, je veux dire, nous, ce qu'on fait des fois, on fait des séminaires de 2 heures à une demi-journée pour acculturer à l'IA génératif. L'IA génératif, il n'y a pas que le texte, il y a d'autres sujets, l'image, l'audio, etc. ChatGPT, aujourd'hui, on voit en plus comment ça grossir. On donne des formations, on avait donné une formation sur les traitements du langage, et notamment sur ces modèles transformers, ces modèles GPT-BERT, etc., qu'on a bien évidemment adaptés en rajoutant le reinforcement learning from human feedback pour vraiment maîtriser des modèles de type ChatGPT. Bon, ça, au cas où, nous avons un service de formation Octo Academy. Et la partie identifiée, c'est je me pose les bonnes questions. ChatGPT est accessible. Il y a une API, on peut créer des choses. Donc, quel service je peux créer? Il faut se poser les questions. Quel service je peux créer? Quel service va être modifié? Est-ce qu'il y a des métiers qu'il va falloir repenser? Voilà, malheureusement, il faut se remettre dans les ateliers qu'on a eu tendance à créer il y a 6 ans, il y a 7-8 ans, avec l'arrivée des modèles de data science. On en a vu qui nous ont peut-être un peu énervés, mais il faut se proposer malheureusement ces mêmes questions. Émergence de nouveaux cas d'usage, transformation de métiers. Il y a un sujet sur le rôle de l'IT. Je pense que l'IT doit en tout cas réfléchir, est-ce que s'il y a un service qui doit être créé, rendre accessible des modèles de type ChatGPT pour sécuriser, parce que c'est de la donnée sensible que vous envoyez. Encore une fois, je pense que dans vos entreprises, il y a énormément de gens qui utilisent déjà ChatGPT et pour des fois des raisons professionnelles. En tout cas, chaque fois que je fais ce questionnaire, ce sondage, ça a l'air d'être le cas. Et encore une fois, après, vous pouvez tester. C'est comme un projet de data science ou d'IA classique. Vous pouvez construire un MVP, c'est-à-dire un minimum valuable product. Il y a tout pour construire aujourd'hui. Et on le voit parce qu'il y a plein de startups qui se construisent sur ces sujets-là. Bref, vous pouvez y aller. Et ça, c'est classique, c'est identifier une équipe pluridisciplinaire. On parle souvent de squad. L'IT doit essayer vraiment de constituer cette offre et vous commencez à parler aussi du sujet juridique, notamment sur l'environnement légal de l'usage de ces modèles. Donc voilà, comprendre, identifier, tester. Et je termine. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai essayé, je pense que j'ai quand même été trop long. Mais voilà, il y avait énormément de choses à dire et j'espère que vous avez appris. En tout cas, je vous invite vraiment à suivre parce que ça bouge très, très vite. Et ça reste une révolution, je pense, sur les sujets. Bon, j'ai mis un petit peu quelques vocabulaires pour se rappeler l'information que j'ai diffusée là, pendant ces 30 minutes. J'ai dépassé. Est-ce que vous avez des questions? Et donc, je vous remercie d'avoir écouté et je suis sûr que à partir de maintenant, vous allez continuer à regarder tout ça attentivement.
Bon, merci à tous.